Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Au fil des lames. Aujourd'hui vous pourrez découvrir le modèle S1 de la marque Folkniven. Folkniven, pour tous ceux qui s'intéressent un petit peu à la coutellerie, c'est une des grandes marques de couteaux de survie surtout et de bushcraft un peu, de chasse, de pêche, etc. Couteaux nature en tout cas, d'origine nordique, suédoise, qui fabrique des couteaux donc, qui sont appréciés dans le monde entier maintenant, et d'une grande qualité. Sur ce modèle précisément, le modèle S1, vous avez en fait une version qui va être la version un petit peu renforcée, un petit peu agrandie du modèle F1, le couteau F1 qui était le couteau qui est un petit peu plus court au niveau de la lame, au niveau du manche, avec une forme un peu moins agressive, qui est donc le couteau de survie qui avait été destiné pour les pilotes de l'armée suédoise, les pilotes d'avions de chasse, pour justement prendre un couteau avec eux d'un emport assez réduit, mais qui soit relativement polyvalent quand même pour les situations de survie, notamment s'il devait être éjecté au-dessus d'une zone un petit peu conflictuelle ou se perdre en forêt. Donc on a ici le modèle S1 qui est un petit peu plus grand que le F1 et un petit peu plus petit que le A1. C'est le modèle intermédiaire qui a une vocation un petit peu survie entre guillemets, qui va peser avec l'étui 285 grammes, le couteau seul 195, l'étui seul 90 grammes. Pour rester sur les mensurations, on va avoir une lame de 13 cm, un tranchant très optimisé de 13 cm également, et un manche de 11,6 cm, ce qui nous fait un peu moins de 25 cm de couteau en tout. L'épaisseur du manche au niveau du renflement le plus épais va être à 1,6 cm, et l'épaisseur de la lame, quant à elle, de 5 mm au plus large. Voilà pour ce qui est des mensurations globales du couteau. La particularité de ces couteaux Folkniven, c'est que les moutures vont être convexes, c'est-à-dire qu'on a un tranchant qui ne va pas se terminer par un biseau en V comme on peut avoir sur la plupart des couteaux, mais qui va naître à mi-hauteur ici, de façon courbe, pour se terminer très, très finement sur le fil de la lame, ce qui donne un fil très fin, malgré une épaisseur de lame très, très importante au début. Alors l'avantage de ce type d'émouture, on le voit un petit peu au niveau du reflet, hein, que c'est convexe et que c'est pas plat comme on pourrait avoir sur d'autres types de couteaux. Donc l'avantage de ce type d'émouture, c'est que ça va permettre d'avoir un fil assez fort malgré une finesse importante, donc une usure moindre, et que vous allez pouvoir couper plus longtemps sans abîmer trop le tranchant. Pour revenir sur le profil de lame, on a un profil un petit peu tombant, mais qui va presque avoir un aspect de bouillie avec ce faux contre-tranchant qui est pas du tout affûté, hein, sur la partie antérieure de la lame, et un ventre assez important, et donc un poids qui va se reporter plutôt sur l'avant de la lame, ce qui va permettre des coupes à la volée assez importantes, et puis 13 cm de lame, ça laisse un peu de place pour pouvoir bâtonner, même si pour le bâtonnage, le faux contre-tranchant est presque de trop, parce qu'il va abîmer le bâton de frappe plus rapidement, mais enfin on est ici en forêt, on a de quoi largement trouver de quoi le remplacer. On peut voir à l'arrière du couteau un petit talon dépassant, puisque la lame est donc une lame en plate semelle, c'est-à-dire qu'elle va traverser entièrement le manche, pour venir se terminer donc par ce petit pommeau de frappe qui dépasse un petit peu, qui va permettre d'aller casser quelques fruits à coque ou enfoncer un piquet de tente ou autre chose. La lame est en VG10, en acier laminé VG10, c'est-à-dire donc le célèbre acier japonais. La lame d'ailleurs est fabriquée au Japon de mémoire, et donc c'est un acier qu'on appelle sandwich, parce qu'on va pouvoir avoir ici une petite lame de démarcation, petite marque, tout le long, à peu près à un peu moins de 4-5 mm du bord, puisqu'en fait l'acier au centre va être une couche d'acier VG10 assez dur, et l'acier sur le bord de chaque côté va être un acier un peu plus souple pour permettre la résilience de la lame et éviter qu'elle ne casse en cas de
de choc ou de torsion. Un petit trou pour passer une dragonne afin d'éviter que le couteau ne glisse. Et on va pouvoir maintenant s'intéresser au manche. Donc le manche qui est en plastique un petit peu caoutchouteux, qui s'appelle... le nom m'échappe, ça y est. Ça me reviendra peut-être au fur et à mesure de la vidéo. Donc un manche caoutchouteux un petit peu texturé, très solide malgré tout, qui a la particularité d'être moulé en deux parties, mais bien soudé l'une à l'autre, autour de la lame, ce qui permet donc une parfaite tenue de la lame sur le manche. Le petit défaut qu'il y avait sur les premiers modèles, sur celui-ci, je ne sais pas si le défaut est encore présent, c'est que l'humidité arrivait à s'infiltrer un petit peu entre la jonction de la lame et le manche, ce qui avait pour effet de faire stagner l'eau. Et même si on a affaire ici à un acier inoxydable, évidemment l'humidité qui reste finissait par oxyder un petit peu le manche à l'intérieur, enfin la partie de la soie à l'intérieur du manche, ce qui n'avait pas de conséquences particulières parce qu'il faut quand même un moment pour user une plaque d'acier comme celle-ci, enfin qui avait été notée par les utilisateurs. La solution à ça, ce serait éventuellement de mettre un petit joint silicone ou d'huiler régulièrement le couteau afin de permettre d'éviter ce problème-là. J'imagine qu'il y a le même genre de problème qui peut survenir au niveau de l'arrière, donc petite vigilance. De toute façon, c'est un acier inoxydable bien connu qui est relativement inoxydable, mais néanmoins qui mérite un minimum d'entretien. Voilà pour ce qui est de la présentation générale du couteau. On verra tout à l'heure que ce couteau a une prise en main qui est assez bonne, ma foi, malgré une relative finesse du manche. En tout cas, un manque de galbe, je trouve. Une petite garde à l'avant pour éviter d'aller rencontrer malencontreusement le fil très tranchant de cette lame. Et un petit retour à l'arrière pour les coupes à la volée, même si, encore une fois, je le précise à chaque fois, mais une petite lanière peut pour ça être d'un grand secours. Voilà pour ce qui est du couteau. Et pour en venir à l'étui, on a ici donc la version cuir. Il existe aussi une version Zeitel, donc du plastique. Tiens, le nom me revient, c'est du Thermorun. Ils appellent ça Thermorun, le petit manche, le plastique du manche un peu caoutchouteux. Donc c'était la petite parenthèse. Donc version plastique Zeitel avec un encombrement plus réduit et des petits passants en ceinture en nylon. Et ici la version un peu plus nature en cuir avec le nom du couteau sur l'avant, cuir cousu à la machine, un étui d'extrêmement bonne facture, très bien ajusté. Il faut forcer un petit peu pour rentrer le couteau et il faut forcer surtout pour le sortir. Il y avait eu, je crois, passé un temps des problèmes de rétention de couteau. Et voilà, c'est fini. Le couteau n'a plus aucun souci de rétention. Vous voyez, il faut quand même tirer relativement fort pour le sortir. Quelque chose que j'aime bien moi personnellement, c'est ce petit passant ceinture, ce grand passant ceinture même, qui permet donc de passer l'étui sur des ceintures, voire même des ceinturons d'assez grand gabarit. Et puis cette petite pièce d'attache qui permet au couteau de ballotter. Et une fois que vous l'avez à la ceinture, de suivre un peu les mouvements quand on se met accroupi, qu'on se relève, etc. C'est relativement pratique. Donc étui très bien fait, couteau à la finition excellente. On va maintenant pouvoir passer aux différents tests de ce couteau Folkniven S1. Alors le petit inconvénient quand même de ce passant ceinture qui rend le port assez souple, c'est que quand vous allez vouloir retirer le couteau, ça devient un petit peu compliqué. Donc on est souvent obligé soit de venir pousser avec le pouce, soit d'utiliser les deux mains pour sortir le couteau. Ceci étant dit, voilà, donc on va faire quelques petits tests de coupe. Donc traditionnellement, on commence toujours par la petite feuille. Je l'accroche un tout petit peu parce que je l'ai réaffûté a priori pas suffisamment bien, mais enfin ça va plutôt pas si mal. C'est la particularité un petit peu de ces émoutures convexes, c'est qu'il faut un minimum d'entraînement pour les réaffûter. Je vais essayer de zoomer un petit peu plus, c'est pas possible, parce que j'ai peur que la mise au point ne se fasse pas suffisamment.
Hop. Parfait. Donc on va essayer de faire une coupe à la volée un peu d'une section assez importante, hein, qui doit faire au moins 7 cm de diamètre. Je vais essayer, comme je suis obligé de me mettre un peu devant, de ne pas me le prendre sur la tête. Parce qu'il va tomber. Donc, comme on peut le voir là, même sans dragon, on tape relativement fort. Ça serait peut-être mieux de ce côté-ci. Et on enlève à chaque coup des morceaux assez importants de l'arbre. Donc c'est pour lui, ça va être sa vocation un petit peu à ce couteau. Tout ce qui va être les coupes semi à la volée comme ça, qu'il arrive particulièrement bien à réaliser du fait de l'inertie de la lame plutôt vers l'avant. Même si pour ça, on lui préférera le Falkniven A1, qui est beaucoup plus grand, qui va faire à peu près les mensurations du SC6 pour ceux qui... SC. Donc le SC6 qui est plus dans son gabarit. Celui-ci va être un peu plus court. Ce qui n'empêche pas quand même de battre du bon boulot. Comme d'habitude, je m'attaque à un arbre mort. C'est plus chiant à couper, mais c'est plus sympa que de s'attaquer à un arbre vivant. Donc voilà, ça va faire à peu près déjà peut-être bien 3 minutes que je tape. On a atteint bientôt la moitié de l'arbre. Avec un couteau qui va commencer à glisser un petit peu parce que j'ai les mains qui deviennent humides. Et comme on le tient donc avec les 4 voire les 3 premiers doigts, il a tendance à vouloir partir un petit peu vers l'avant. Parce que quand on bâtonne, on tient en fait essentiellement sur la partie arrière, beaucoup sur le dessus. Et donc ça finit par glisser un petit peu sur le dessus, même si l'arrière retient grâce à la géométrie des petites gravures sur le manche. J'aime bien moi essayer ces couteaux sans dragon malgré tout, parce que ça permet de voir en cas d'absence justement de dragon ce qu'on peut en faire réellement, ce qui valent vraiment. Et ça rezoome dans le mauvais sens, ça fait pas la mise au point comme il faut toujours. Tout le problème de la mise au point. Hein. Là, je suis juste au bon endroit pour me le prendre sur la tronche quand il va tomber, mais il faut savoir vivre dangereusement. Bon, ça n'a pas l'air d'être parti pour. Ouais, bon, il est tellement pourri qu'il a cassé, mais pas vraiment où je l'attendais. Comme vous allez pouvoir le voir, il a cassé juste à ce niveau-là. Bon, peu importe, après avoir tapé soigneusement sur la lame, toc,
et bien on peut voir que qu'il se passe pas grand chose. La lame est toujours jolie, il n'y a pas d'éclat sur le tranchant. Ça coupe toujours plutôt pas mal a priori puisque il n'est pas abîmé du tout. Toc. Ouais. Voilà, ça reste excellent. Bon, ben on va se retrouver dans quelques instants pour la suite. Voilà, donc c'est d'aventure, on avait ébranché, on a ici affaire à des branches vertes d'un petit centimètre de diamètre. On peut voir que en 2-3 coups, on arrive à passer à travers. Celle-ci qui est un petit peu plus petite, en un seul coup, il n'y a pas de problème particulier. Je vais essayer celle-ci en un coup droit. Ouais. Plutôt 2-3 coups sur des branches de ce diamètre-là et les branches sèches, sans forcer. Puisqu'il s'agit d'un couteau de survie suédois, autant se mettre dans la peau d'un pilote suédois justement, sans l'accent, qui se serait craché, et voir un petit peu ce que peut nous offrir ce couteau en termes d'avantages dans ce type de situation. Donc j'ai ici un morceau de bois sec de 3,5 cm à peu près de diamètre, un gros gourdin pour venir taper sur la lame et voir un petit peu ce que ça vaut en termes de bâtonnage. Bon, voilà, je vais taper 2 petits coups. Donc évidemment le couteau n'a pas bougé, mais surtout la lame est bien rentrée dans le bois du fait de l'émouture convexe, et on voit que ça sépare extrêmement bien le bois du fait des 5 mm. Voilà, maintenant en tapant un petit peu sur la pointe, il n'y a pas de problème particulier. Comme on peut le voir, là je tape volontiers sur la pointe. Et donc on arrive à refendre sans la moindre difficulté. Ce qu'il va falloir éviter avec ce couteau, c'est de venir taper sur le manche, parce que le thermorun est assez fin ici et il a la particularité de réussir facilement à fendre. Voilà, donc sans difficulté on arrive à décrocher des morceaux. Si on veut faire du travail un petit peu plus fin, pour faire des petites allumettes, des choses comme ça, donc on peut sans problème venir taper toc, un petit peu plus sur le dos du couteau. Là il n'y a aucun risque pour le thermorun parce que il y a le talon dépassant qui nous offre une sécurité. Et donc voilà, ça nous permet de venir faire des allumettes si le besoin s'en fait ressentir. Autre petite particularité de ce couteau, ça va être les mouvements en torsion latérale. J'ai vu déjà quelques vidéos où les utilisateurs un petit peu extrêmes arrivaient à casser la pointe parce qu'elle n'est pas spécialement épaisse. Donc à force de taper et de faire des mouvements latéraux, ils finissaient par casser la pointe, ce qui n'est pas très grave pour moi pour un couteau de survie, parce que si la pointe venait à casser, on pourrait toujours continuer ce genre de choses sans prendre le risque de casser le couteau davantage. Il serait tout à fait fonctionnel. Néanmoins voilà, il faut savoir ça, parce que ça peut toujours être utile pour aller chercher des petites larves dans le bois que d'avoir ce genre d'activité, tout en sachant que bien entendu dans ces conditions là on aurait du bois beaucoup plus mou que celui-ci qui est relativement dur. On va essayer de s'attaquer à une bûche un petit peu plus conséquente. Donc cette fois-ci on est sur un diamètre qui est plus proche des 5,5. Et donc je reprends mon fameux gourdin. Donc là on a allez, ça abîme quand même le gourdin. On a une bûche qui est quand même beaucoup plus solide ici. Avec des petits nœuds, donc on abîme quand même le gourdin. Enfin ça rentre quand même dans le bois, et l'avantage c'est que si jamais on n'était pas assez bien placé,
grâce au talon dépassant, on peut aller taper en faisant attention de ne pas faire frotter non plus le début du manche pour pas abîmer le couteau. Et voilà, on arrive aussi à fendre de nouveau ces grosses bûches. Ah. En tapant dans le bois mort, on a trouvé un petit scarabée. Ça pourrait être l'occasion d'un petit repas, mais je suis pas encore assez en situation de survie pour ça, alors on va le laisser gentiment repartir sans le mettre sur le dos. Hop. On se retrouve dans quelques instants après donc ces tests de bâtonnage pour un test un petit peu différent cette fois-ci. On va essayer de concevoir un piège en 4 parce que lors de l'éjection de l'avion on n'a pas pu avoir ce qu'il nous fallait en cordage. On se revoit dans quelques minutes, à tout de suite. Voilà, donc on se retrouve pour la construction du piège. J'ai un petit peu triché. J'ai découpé déjà les pièces, donc il faut 3 bâtons, 2 un petit peu plus longs et un petit peu plus courts. Je les ai découpés à la scie parce que j'avais pas spécialement envie de m'embêter. Donc le principe du piège, ça va être de créer une pointe pour le bâton qui va venir s'enfoncer dans le sol. Donc c'est plus pratique pour ça qu'il soit pointu. Donc on a différentes techniques. La prise inversée qui reste tout à fait confortable et qui permet de moins se fatiguer pour ce genre de travaux. La prise classique qui va ma foi pas trop mal, même si avec cette prise on a tendance à avoir la lame qui va partir un peu plus fortement vers l'avant. Donc pour tailler des pointes ça reste évidemment tout à fait faisable, mais c'est moins confortable que les prises inversées. Pour revenir à la prise en main, on a un relativement bon confort en prise piquet glace et en piquet glace inversé, même si ces prises sont beaucoup moins fréquemment utilisées en dehors des situations de combat que nous n'évoquons pas ici. Voilà, la première chose, c'était de tailler une pointe. La deuxième, ça va être de sélectionner un des côtés dans lesquels on va tailler une encoche. Alors en faisant attention parce que comme c'est du bois très sec encore une fois, il ne faut pas le casser. Donc là l'idéal ça aurait été de pouvoir bâtonner, mais je me suis éloigné un petit peu de l'endroit le plus approprié pour ça. Donc on va faire des petites coupes à la volée en faisant attention. En faisant attention de ne pas casser le bâton. Attention au doigt évidemment, parce que la lame ne pardonne pas. Je vous referai quelques tests après si mon papier le permet encore, pour vous montrer à quel point ça coupe, mais vous pouvez me faire confiance, ça coupe encore pas si mal. Toc. Bon, un petit conseil si vous êtes vraiment amené à faire ça en situation de survie. Déjà vous êtes mal, parce que ça nécessite un petit appât pour essayer d'attraper quelque chose. Puis la deuxième chose, c'est que vous n'emmerdez pas avec du bois sec comme ça. Autant prendre du bois vert qui est plus facile à tailler. Voilà, donc on a fait la pointe, la petite encoche à cet endroit-là qu'il faudra probablement retravailler après. Et ensuite,
à 90 degrés par rapport à ça, il va falloir tailler une pointe plate, on va dire, sur cette extrémité là. Donc toc, 90 degrés, ça nous amène ici. Alors, ce que j'appelle une pointe plate, c'est un mi-plat quoi. Hein. Toc. Et il a tendance à partir un petit peu vers l'avant. Hein. Les coupes sont en puissance, ça part un petit peu fort en avant. Alors il faut faire attention quand même d'être bien à 90 degrés, ce qui n'est pas tout à fait mon cas. Bien entendu, je fais ça pour l'exercice sur la vidéo, mais le piégeage en France est hyper réglementé. Je connais pas du tout la réglementation parce que je ne le pratique pas. Mais en dehors des situations de survie, je pense qu'il vaut mieux ne pas utiliser ce genre de technique. En espérant bien sûr ne jamais se retrouver dans une situation de survie. Hop, ça c'est fait. Pour le premier bâton, donc on va pouvoir ensuite le planter. Toc. Assez profondément puisque c'est lui qui va tenir l'intégralité du piège, mais pas trop profondément non plus pour l'instant parce que je suis pas sûr que mon ajustement soit bon. La deuxième partie du piège qui va venir se loger comme ceci. Donc juste là, il va falloir découper une encoche ici, une petite pointe ici pour mettre l'appât. Et puis voilà, pour le moment ce sera tout. Il y aura une troisième chose à faire après, mais je vous réexpliquerai. La petite pointe pour l'appât. Pour du bois sec, ça rentre pas si mal que ça. Hein. Je navré si je sors un peu du champ de la caméra, mais j'essaye de pas trop traîner pour pas que la vidéo dure des heures. Il est possible d'ailleurs que cette partie soit coupée un petit peu au montage, mais on verra bien ce que ça donne. Alors, toc, voilà, je suis toujours dans le cadre de la caméra. Une petite technique pour tailler l'encoche. Entre guillemets le plus proprement possible. Voilà. Et ça tient à peu près, c'est pas si mal. C'est pas si mal. Voilà. Et enfin la dernière partie. Donc on va découper sur ce troisième morceau. Tac. Les derniers éléments, et puis je vais vous laisser parce que ça va faire trop long, sinon je vous reprends dès que c'est fini. Voilà. Le piège est fini. Je vais couper cette partie-là en biseau. Une petite encoche juste ici. La deuxième partie, une encoche qui va venir épouser la première qui est ici. Un petit biseau et une pointe. Toc. Et sur le dernier, une petite encoche qui va venir sur le biseau et un second biseau qui va venir toc, se localiser comme ceci, toc, voilà. Et ensuite, plus il
il va y avoir de poids qui va venir s'appuyer là-dessus. On voit pas. Hop, ça tient pas. Plus il va y avoir de poids qui va venir s'appuyer là-dessus, plus ça va être solide. Je vais reprendre dans quelques instants, une fois que j'aurai mis le piège en place avec un morceau de bois assez lourd, voir si ça tient. Et puis on va voir ce que ça peut donner. Et ensuite on détruira le piège pour pas risquer de blesser quoi ou qui que ce soit. A tout de suite. Voilà donc le piège en place. Donc je vais essayer de vous montrer. Je laisse la caméra qui tourne au cas où le piège est la bonne idée de tomber dans l'intervalle. Voilà. Donc on voit bien le piège. Je vais essayer de vous montrer avec le bâton. Donc l'objectif de tout ça, c'est de faire passer l'animal en laissant le piège sur la route. Donc on met un appât à ce niveau-là et quand l'animal va venir le taper, ça va déclencher ce bout de bois, celui-ci va tomber et le gros piège va tomber. Ce qu'il faut, c'est évidemment que la partie là ne bute pas sur la partie fixe. On va essayer de le déclencher. Tac. On a réussi à capturer un magnifique paquet de knackis sauvages pour faire l'exemple de ce test. Voilà, donc on est en plein mois d'août là. Donc on se retrouve devant cette petite mare quasiment asséchée, qui est un des derniers points d'eau que je connaisse en tout cas dans la forêt. Et on se retrouve ici pour pouvoir faire un petit point phaser stick. Hop, toc, voilà. Pour voir un petit peu ce que donne ce couteau. Certains sont fans de ces émoutures comment dire, convexes pour réaliser des phaser sticks, parce qu'effectivement ça pénètre plutôt pas mal dans le bois. Et on voit que ça va pas si mal que ça, effectivement, quand on prend un petit peu le coup de main, on arrive à décrocher des jolis copeaux. Le problème que j'ai, c'est que j'arrive pas à arrêter le couteau correctement pour pas que ça emporte carrément le hérisson. En fait, c'est pas si mal que ça. Donc on arrive à faire des beaux petits hérissons. Allez, courage, super, voilà. Donc de jolis petits hérissons. J'ai vu de l'écorce de bouleau pas loin qu'il aurait été intelligent de ramasser si j'avais voulu faire du feu, mais encore une fois on est vers le dernier point d'eau de la forêt. Tout le reste est bien sec, donc on va éviter de faire cramer la forêt, même si ma foi mes knackis attendront mon retour à la maison, même si c'est moins sympa de les manger cuits à l'eau qu'au feu de bois, mais enfin il vaut mieux ça que de foutre le feu à la forêt. Gros inconvénient de ce couteau, c'est son dos. Pourtant il est relativement aigu, mais on n'arrive pas à décrocher de belles étincelles. Voilà. Allez savoir pourquoi. Il n'y a rien qui vient. Avec le Bark River, il n'y avait aucun problème. Avec celui-ci, c'est pas terrible. Donc heureusement, les Fire Steel sont souvent vendus. Bon, c'est un Décathlon, hein, mais ils sont souvent vendus avec des petits grattoirs qui permettent de venir compenser un petit peu le problème. Même si a priori c'est pas aujourd'hui que j'aurais réussi de toute façon à allumer mon feu. Ah, je peux quand même pas me laisser avoir comme ça. Je vais chercher un petit bout d'écorce de bouleau. Voilà. Chose promise, chose due. L'écorce de bouleau est ici. La petite feuille toc qui passe devant. Elle est où? C'est celle-là. C'est celle-là. Toc. On l'élimine. Et on va réessayer quand même, allez.
soyons fous, avec le dos du couteau. C'est laborieux. Hein. Ouais. Voilà. Non, je sais pas, j'ai vu chez certains des youtubeurs qui font également des vidéos de couteaux, qu'ils avaient parfois poncé le dos de la lame à la meuleuse, hein, pour le rendre vraiment plus abrasif. Bon, moi je n'ai pas prévu de faire ça, mais enfin, il faut savoir qu'il vaut mieux prévoir autre chose pour le fire steel. Voilà, avec l'écorce de bouleau, ça marche toujours beaucoup mieux. Et on voit la petite fumée noire qui s'élève, hein, parce que c'est riche en essence. Donc les petits hérissons qui ont pris également. Éteins-toi. Voilà. Bon, surveillez que ça ne se prenne pas feu. Le temps pour moi de conclure sur ce Falkniven S1. Toc. Donc je vous montre quand même, après tous ces petits tests que vous avez pu voir. Et ça coupe encore plutôt bien, hein, et ça accrochouille un petit peu, mais on arrive quand même à faire à peu près ce qu'on veut. Ça accroche un petit peu, ça mérite un petit coup de passage sur le cuir, mais on n'aura pas besoin de beaucoup plus. Hein. Voilà. Et pour conclure sur ce Falkniven S1, donc c'est un super couteau de survie, hein, c'est pour ça qu'il a été créé. Il est extrêmement bien fini, je débarrasse un petit peu le champ, extrêmement bien fini, des matériaux de qualité, une émouture convexe qui tient sa promesse, hein, ça coupe extrêmement bien, le fil tient très très bien aussi, c'est un petit peu plus technique à réaffûter, mais globalement si on l'entretient régulièrement, un simple passage sur le cuir suffit à leur donner son tranchant, et ça évite de s'y reprendre à la pierre, sinon il faut avoir un petit peu le coup de main et faire un petit mouvement de poignet. Il y a une excellente vidéo comme d'habitude de fans de couteaux là-dessus qui montre très bien comment faire ça. Et donc comme je disais, donc excellent couteau de survie, excellente facture, un couteau pas forcément donné je trouve, à peu près un petit peu moins de 200 € avec l'étui en cuir pour ce modèle-ci. Pour ce prix-là, je préfère mettre un petit peu plus et avoir mon Bark River que je vous ai présenté lors de la dernière vidéo, mais enfin ça reste un très bon couteau. Un peu moins adapté à ma pratique à cause du poids qui est vers l'avant, mais très polyvalent. Voilà. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et puis on se revoit, j'espère, un petit peu plus vite pour une prochaine vidéo. A bientôt, salut!